André. En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit performante. Vous voyez l'automobile derrière moi? Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Ça rappelle On des vous souvenirs souhaite la musique de K2000. Ouais. Ah L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Bienvenue sur le stand de Mobiliance. Nous sommes en direct du Mondial de l'Automobile avec Mobility TV et avec pas mal d'acteurs du milieu, du secteur. Et notre invité, déjà, Aymeric Libaud, est avec nous. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Transition One. On le dit en anglais, Transition One. Comme on veut. C'est comme on veut, c'est comme voilà. Oh, très, très bien. Et vous êtes au sein de Mobiliance, une association des acteurs de l'industrie du rétrofit. Expliquez-nous ce qu'est le rétrofit pour qu'on comprenne bien. Alors le rétrofit, c'est très simple. C'est hyper simple. Comment on convertit un véhicule qui existe déjà, un véhicule thermique, essence ou diesel, en électrique? On extrait le moteur thermique, celui qui fait du bruit, celui qui pollue, on enlève la ligne d'échappement, le pot d'échappement, le réservoir, et on remplace ça par un moteur électrique et un pack batterie, et la voiture devient 100% électrique. Elle arrête d'émettre du CO2 quand elle se déplace et elle fait moins de bruit. Alors c'est extraordinaire. Vous pouvez venir voir un des véhicules sur le stand Mobiliance. C'est un véhicule électrique. Quand on voit le capot, on soulève le capot, j'ai été mettre la tête dessous, il y a le moteur, oui, mais surtout, il y a encore un levier de vitesse, parce qu'on passe encore les vitesses. C'est une Twingo. Expliquez-nous, parce que généralement, il n'y a jamais de boîte de vitesse sur un moteur électrique. Ou presque. Oui, ça c'est un choix des constructeurs, donc ils ont emmené une légende comme quoi une voiture électrique n'avait pas de levier de vitesse. Cette Twingo 2 qui a maintenant 14 ans, mais 4 ans en rétrofit, plus de 13 000 km sans aucun problème. En fait, initialement, le levier de vitesse, on me dit qu'il, moi, n'a aucune passion pour le monde automobile. non, mais vous cachez bien votre jeu. C'est pas grave. Ça permet d'amener des solutions un peu différentes et de ne pas rester dans l'état d'esprit du monde automobile. Les ingénieurs qui travaillent sur l'intégration dans la voiture me disent, on le garde ou on enlève le levier de vitesse? Pourquoi la question me revient? Parce que les deux solutions sont possibles, donc c'est à toi de choisir. Parce qu'on peut l'enlever, remplacer la boîte de vitesse par ce qu'on appelle une boîte de transfert, ou le garder, ou bloquer une vitesse. Et c'est toujours celle-là qui est utilisée. En fait, là, à la fin, on a gardé la boîte de vitesse, elle est entièrement opérationnelle. Et juste très rapidement, la petite histoire, comment j'ai fait. En fait, j'ai fermé les yeux et je me mets dans la voiture, je ne conduis pas, et je fais la journée du client qui vient chez notre partenaire pour convertir la voiture. Il part de chez lui, il passe ses vitesses, il amène la voiture, il a le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il sait que sa voiture va être mieux qu'avant quand il va la récupérer au bout de 4 heures. Donc après, il y a la transformation, je me fais en tête la transformation. Il revient, on lui explique comment ça marche. Je m'assieds dans la voiture, je mets la main sur le levier de vitesse. J'ai dit, il faut garder le levier de vitesse. Ouais. En fait, l'idée, c'est de ne pas changer les habitudes. Le moins de choses possible. C'est ça. Parce que l'électrique, il y a une petite crainte. Est-ce que je vais avoir assez d'autonomie par rapport à ce qui est proposé? Là, on propose 100 km d'autonomie. J'entends souvent le message en disant, ouais, mais c'est pas assez. Est-ce qu'on pourrait pas en mettre plus? La société de consommation, c'était hier le plus, encore plus. Qu'est-ce qui est raisonnable? Et le sujet de Transition One, c'est bien ça, c'est répondre à un besoin raisonnable. Parce que la voiture électrique qu'on entend aujourd'hui, la course des constructeurs, avec toujours plus d'autonomie pour rassurer le client, c'est plus, mais à la fin, c'est plus cher, c'est plus lourd et c'est plus polluant. Alors moi, j'ai plein de questions à vous poser. D'abord, je voudrais comprendre à quel moment, parce que c'est quand même assez étonnant que tout le monde ne l'ait pas fait depuis 1000 ans. Vous, ça vous est venu comment? Sur votre canapé, un jour, vous êtes dit, l'idée 6 juillet 2017, vers 15h. Ouais. C'est l'Esprit Saint qui est tombé sur vous, c'est ça? Ça dépend s'il s'appelle Nicolas Hulot. Non, 6 juillet 2017 vers 15h, c'est le moment où Nicolas Hulot, fraîchement ministre de l'écologie, présente son plan climat. Et la fin à la vente des véhicules thermiques pour 2040. Moi, j'aurai 70 ans en 2040, je n'y pense, mais jamais. Et donc, comment ils étaient là pour amener beaucoup de changements, le triptyque Macron, Philippe, Hulot. Mais comment ils vont faire changer le comportement d'une nation avec un objectif à 2040? C'est une peur pour les industriels et c'est
aucun intérêt pour le plus grand nombre. Et en fait, en analysant bien le problème, le sujet à 2040, c'est l'effet ne sera qu'après. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Et Comment on les transforme? C'est là que naît le rétrofit. Comment on fait mieux demain avec moins? Donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que, quelle que soit la voiture, aujourd'hui, tant qu'elle est thermique, bien entendu, vous pouvez y mettre un moteur électrique? Techniquement, on peut le faire sur tous les véhicules. D'accord. Maintenant, c'est le modèle, c'est l'usage qui est important. Quelle voiture, pour quelle autonomie on a besoin? Alors ça c'est une première chose. La première chose qu'on va se dire, c'est que où est-ce que vous allez chercher ce moteur? Est-ce qu'il existe des moteurs électriques neufs qui n'ont pas de carrosserie autour? Est-ce que vous le construisez? Est-ce que vous allez l'apprendre dans une autre? Il y a de très nombreux fabricants de moteurs électriques, oui, parce qu'on en trouve partout. Oui. On en trouve dans son robot, on en trouve dans des équipements de BTP, on en trouve partout. Et donc là, nous, on l'a trouvé en France. Pourquoi on l'a trouvé? Pourquoi on l'a cherché en Europe? On l'a trouvé en France. Parce que l'objectif, c'est de produire... Mais c'est un moteur de voiture ou ça n'est pas... Non, c'est un moteur qui est utilisé pour plein d'usages. Ça peut être utilisé pour faire une pompe hydraulique, ça peut être utilisé dans des équipements de BTP. Il y a plein d'usages. Pour mon sèche-cheveux. Là, il va être il va faire un petit peu de bruit et il va y avoir beaucoup de vent quand même. Et puis pour le soulever, le sèche-cheveux va prendre du poids. Ça fait un peu plus de 35 kg, donc c'est un peu lourd. Mais pourquoi à proximité? Parce qu'il faut qu'on fasse ces conversions en bas carbone. Fabriquer une Renault Zoé, c'est 7 tonnes. 7 tonnes de carbone? 7 tonnes de carbone. Nous, on va être entre 2 et 3 tonnes de carbone. D'accord. Et donc, il faut qu'on soit vertueux, non pas juste un intérêt sur le prix, mais aussi sur la quantité de CO2 qu'on va dépenser pour arriver à convertir la voiture. Mais quand on regarde bien aujourd'hui, c'est une petite voiture, une Twingo, une voiture légère, urbaine avant tout, qui est aussi utilisée en dehors des zones urbaines. Qui est aussi utilisée en dehors des zones urbaines, notamment dans les zones rurales, par exemple, pour aller au travail à 10 ou 20 km. C'est quand même très intéressant le rétrofit si on veut pas changer de voiture avec les ZFE, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les grandes villes qui font aller 5, 6, 7 000 km par an et qui vont plus pouvoir rouler d'ici peu de temps. Et là, ils peuvent rouler dans toutes les zones de France et de Navarre. Ça veut dire que ça change le critère de la voiture? Évidemment, ça devient un critère zéro. Si on prend la mode à la Jean-Marc Jancovici, quand il y a un problème, on met des chiffres en face. 40 millions de véhicules en France. Chaque année, les constructeurs, sur les très très bonnes années, on ajoute 2. Est-ce qu'on a 20 ans devant nous? Non. Et donc, il va y avoir ces 2 millions de véhicules qui vont être à livrer chaque année. Et il faut travailler tout le reste. Donc, la quantité de véhicules qu'on peut faire, c'est énorme. Et le sujet, c'est, vous parliez des ZFE, c'est assez localisé les ZFE. C'est les zones à faible émission, dans mobilité. Les grandes villes surtout. Voilà, pour réduire la densité de CO2. Pour ceux qui ont des problèmes respiratoires, ça les aidera beaucoup. Mais le problème, il n'est pas dans un pays. Le problème, il est mondial. La France, aujourd'hui, on a une filière du rétrofit qui est leader en Europe. On est les plus avancés pour préparer à une industrialisation du rétrofit, que ce soit sur des 2 roues, sur des véhicules légers comme la Twingo et bien d'autres. Camions. Des camions, des utilitaires. On peut le faire surtout. Là où il y a un moteur thermique, on peut le remplacer. Émeric Libaud, parce que ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. Vous êtes au courant. Combien ça coûte? Alors, évidemment, la question du prix est fondamentale. Ah bah oui, ça c'est sûr. Le motto, la devise de Transition, c'est la voiture électrique pour tous. Oui. Dès le jour 1, le sujet, c'était de dire pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour un usage de proximité. Donc le prix, qui est notre prix cible, c'est à partir de 5 000 € une fois les aides déduites. C'est-à-dire que là où, je vais reprendre l'exemple de la Zoé, où après les primes, on est aux alentours, suivant son profil, de 20 000 €, avec 7 tonnes de CO2, nous on va être à 5 000 €, à partir de 5 000 € et 2 à 3 tonnes de CO2. Je lis toujours les deux. Parce que si on ne lit pas les deux, on va toujours aller chercher le prix le moins cher, alors qu'il peut être le plus polluant. Oui, mais il y a 2 écoles. Est-ce qu'on peut, moi je peux venir avec ma voiture et vous dire changez-moi le moteur, ou alors est-ce que vous vendez une voiture X avec un moteur électrique. On va commencer en disant apportez votre voiture et on va la rétrofiter. D'accord. Achetez une voiture et on va la rétrofiter. Oui, c'est le même prix. C'est le même prix. D'accord. Sauf qu'il y a la voiture à acheter si on l'a pas. Oui, forcément. Mais par contre, on se prépare
à répondre au leasing social à 100 €. Oui, absolument. Mais est-ce que la prime du gouvernement, elle est sur une voiture qu'on achète qui a été rétrofitée? D'accord, ok, très bien. Le but, c'est de réduire le CO2 et de rendre les solutions abordables. Et combien ça coûte globalement avec les aides déduites? 5 000 €. 5 000 €, tout compris. Et la question sans les aides, Oui. c'est... Ça dépend de la voiture. Non. Là, pour nous, c'est toujours 100 km. Non, le prix industriel, une fois qu'on aura bien démarré, on va être entre 7 et 10 000 € sans les primes. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt, Émeric? Parce qu'il n'avait pas eu l'apparition du 6 août à 15h. 6 juillet 202017. Du 6 juillet, pardon, oui, je me suis trompé d'un mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vendre combien de voitures? Est-ce que ça veut dire que vous êtes un petit commerce encore aujourd'hui? Pourquoi pas le plus tôt? Parce que en 2017, moi, quand j'ai lancé l'activité création d'entreprise en 2018, après l'idée, il n'y avait pas la réglementation en France pour pouvoir le faire. Il y avait une réglementation qui datait de 1954, qui avait besoin d'être un peu dépoussiérée. Oui. On a changé la réglementation en France en 1 an. Il y en a qui nous disent qu'en France, ça avance, que ça avance pas, etc. On l'a changé en 1 an. Et aujourd'hui, on va le faire sur l'Europe. Et donc, pourquoi ça a pris du temps? Parce qu'il fallait faire ça. Et on a juste eu un 2020-2021 qui nous a un peu freiné. Parce que ça demande des investissements qui sont assez importants au niveau industriel. Et c'est sur quoi on travaille aujourd'hui pour livrer à partir de fin 2023. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Émeric Libaud, fondateur de Transition One au sein de Mobiliance. Ça s'appelle le Rétrofit. Il y a un site internet, j'imagine, on peut y aller. Transition-one.fr. Et ben voilà, merci d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et bravo pour ce joli projet devenu réalité. Dans un instant, la suite avec Mobiliance et Sud Radio et Mobility TV, bien entendu. On est toujours en direct du Mondial de l'Automobile avec les vraies voix jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Vous qui êtes ex-pilote automobile, vous pilotez peut-être encore, vous êtes bien, on est tous bien ici, là, sur le stand Mobiliance, au Mondial de l'Automobile, au 3 stand 100 avec Sud Radio. Et après avoir parlé rétrofit, on reçoit un personnage, il a même la chemise au nom de la société, Brix. Bonsoir Yann Ménard. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, merci de nous accueillir. Merci d'être avec nous. Alors Brix, expliquez-nous ce que c'est. Je pensais que c'était une banque, pas du tout. Voilà. Exactement. Another Brix in the wall, c'est ça? Exactement. Puisque là on découvre un des acteurs du monde de l'automobile avec Brix. Brix, on est plutôt dans le jockey de automobile. Exactement, alors en fait Brix c'est une nouvelle marque que l'on a lancée il y a bientôt 1 an. Avec Thibaut, mon associé, et on est historiquement nous issus du service de jockey puisqu'on a créé Convoi Car il y a 6 ans maintenant, où on propose des services de jockey pour les professionnels de l'automobile qui vont permettre d'éviter aux gens de se déplacer pour l'entretien ou la livraison de leur voiture. Et on a créé Brix il y a maintenant 1 an, la marque Brix, pour pouvoir proposer d'autres types de services aux professionnels de l'automobile. Surtout le territoire français? On couvre l'intégralité effectivement du territoire français avec les jockeys Convoi Car, mais aussi avec du coup notre solution Brix. Alors, vous parlez également pour l'Alliance des mobilités. L'Alliance des mobilités, c'est qui, c'est quoi? Tout à fait. Alors, l'Alliance des mobilités, c'est une initiative qui est issue de start-upers, mais surtout de Mobiliance ex-CNPA. C'est une alliance qui a été créée il y a bientôt 3 ans et en fait qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs, des start-upers dans le secteur de la mobilité en France, que ce soit de la mobilité à 1 roue, 2 roues, 3 roues ou 4 roues. Donc l'ensemble des startups qui vont pouvoir proposer derrière des solutions de mobilité aux automobilistes, des solutions de mobilité alternative aux automobilistes, mais aussi aux acteurs et aux adhérents de Mobiliance pour permettre aux adhérents de Mobiliance du coup d'innover et de pouvoir proposer de nouvelles solutions à leurs clients. Est-ce que ça veut dire que demain on n'achètera plus de voitures mais on les prendra pour 1 heure, pour 1 semaine, 1 journée, 1 an et grâce à vous on pourra changer de mobilité à l'infini peut-être? Ce sera un peu l'autolibre pour tous, oui. Mais l'autolibre qui marche. Exactement. Alors, en fait, les acteurs de l'Alliance des mobilités, effectivement, proposent beaucoup de solutions aujourd'hui
on regroupe en fait une multitude d'acteurs qui vont adresser en fait plusieurs services. Donc on va avoir des acteurs qui vont travailler sur l'autopartage, il y en a qui vont travailler sur les vélos, les trottinettes, les scooters en libre service dans des milieux urbains ou périurbains, voire ruraux. Il y en a qui vont travailler sur des solutions pour les concessionnaires ou les professionnels de l'automobile pour digitaliser leur procédure de prise en charge de véhicules par exemple. Donc on a une multitude dans l'Alliance des mobilités de solutions qui vont permettre au secteur au global d'innover et de pouvoir proposer de nouvelles solutions. Et effectivement, donc les solutions sont en train d'émerger. Les gens achètent de moins en moins leurs véhicules, ils vont les louer sur des formules plus ou moins longues, que ce soit pour 1 heure ou pour 3 ou 4 ans. Et derrière vont pouvoir également switcher de véhicule, c'est-à-dire passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, passer d'un véhicule électrique à une trottinette pour 1 heure ou quelques jours, ou également louer des véhicules comme des vélos ou des scooters électriques. Ce qui est intéressant dans l'automobile d'aujourd'hui, c'est de se dire que finalement on est dans un circuit court, que on marche tous la main dans la main et chaque expertise finalement rentre dans un espèce de cercle vertueux. J'avais l'impression qu'avant on travaillait chacun dans son coin et maintenant des expertises se mettent ensemble pour apporter des vraies solutions. C'est exactement ça. En fait, l'Alliance, c'est un petit peu la synthèse de tout ça, puisque l'Alliance des mobilités en fait va travailler avec les différents membres historiques de Mobiliance. Mobiliance, pour rappel, c'est plus de 22 métiers différents. Donc on va travailler avec des acteurs de la distribution automobile, on va travailler avec les acteurs de la réparation automobile, avec les stations-service, c'est d'actualité en ce moment. Et en fait, l'Alliance des mobilités va pouvoir permettre de proposer des solutions à chacun de ces acteurs. Et effectivement, auparavant, chacun travaillait un peu en vase clos. Et grâce aux nouvelles startups et aux nouvelles solutions qu'on va proposer, en fait, on va faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour proposer des nouveaux usages aux automobilistes et des nouvelles solutions de se déplacer et non pas que avec sa voiture. Mais comment on fait pour travailler? Parce qu'il faut des liens avec les fabricants, il faut des liens avec des personnes qui vont être les jockeys. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Parce que c'est magnifique, mais c'est comment? C'est Mobiliance. Comment est-ce qu'on fait pour organiser tout ça? Parce que c'est quand même, il y a du taf, comme on dit. Exactement, il y a beaucoup de travail et donc c'est un vrai travail au quotidien. Donc les startups que l'on représente vont travailler chacune sur leur secteur d'activité et derrière en fait il y a des réunions de travail qui sont organisées. On va pouvoir aller pitcher face à des acteurs historiques, présenter nos solutions d'innovation et derrière on va travailler avec ces acteurs pour pouvoir créer des nouveaux parcours clients. On va pouvoir mettre en place des nouvelles solutions de mobilité en concession. Par exemple avec Convoicar et Brice, on a pu mettre en place des services de jockey dans les concessions pour éviter aux gens de se déplacer pour l'entretien de leur véhicule. Et à présent, on leur propose de mettre en place une plateforme qui permet de gérer l'ensemble des solutions de mobilité dans les concessions automobiles. Yann Ménard, ça veut dire que c'est vertueux, parce que ça veut dire que c'est une assurance de chiffre d'affaires pour chaque entreprise en plus, quelque chose qui assez régulier, et surtout d'emploi. Oui, effectivement. Alors l'objectif, c'est aussi d'accompagner la transition des métiers, puisque on le voit aujourd'hui et c'est d'actualité, puisque le mondial de l'auto, on a quelques constructeurs qui sont présents aujourd'hui au mondial. La distribution est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de changements depuis quelques années dans la distribution automobile et il y a des nouveaux métiers qui se créent aussi. Et donc c'est le rôle des startups comme nous d'accompagner les distributeurs à évoluer et proposer des nouvelles solutions et des nouveaux métiers. Je pense par exemple à des métiers de Genius qui existaient dans certains secteurs auparavant. C'est quoi le Genius pour les auditeurs? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est tout ce que vous n'êtes pas, Philippe David. Exactement, alors le Genius ça va être par exemple... Exactement, c'est pas moi, j'ai rien dit. Non, je regarde, là, elle était facile. Non, le Genius c'est des experts produits en fait qui vont permettre soit de préparer des ventes de véhicules en amont de la vente, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir expliquer en détail des véhicules électriques qui sont de plus en plus technologiques et également expliquer et présenter le véhicule une fois que le véhicule a été livré aux clients. Quand on est entrepreneur, on a de l'ambition. Quelles sont les ambitions rapidement? Alors nous, chez Brix, l'ambition c'est de pouvoir se développer sur l'ensemble, continuer à se développer sur l'ensemble du territoire national et travailler aussi sur un développement à l'étranger en Europe. Et donc par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu rejoindre il y a 3 ans l'Alliance des mobilités pour
réunir les forces et pouvoir accompagner le développement. Ouais. Voilà, merci beaucoup en tout cas Yann Ménard d'avoir été avec nous, cofondateur de Brix. On reste ensemble bien entendu en direct du mondial de l'automobile. On est sur le stand de Mobiliance avec Mobility TV. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est Les Vraies Voix sur Sud Radio. A tout de suite, on revient dans un instant. En direct du mondial de l'automobile, stand Mobiliance. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Effectivement, bienvenue dans Les Vraies Voix qui font rouler la France avec Mobility TV et des acteurs qu'on aime beaucoup, des nouveautés, des idées qu'on n'aurait jamais eues ou qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'aller chercher pendant cette émission. Philippe, moi je suis assez séduite par tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. On a parlé de rétrofit, on a parlé d'une alliance justement sur les mobilités et on va parler de ce qui se passe dans ce salon, des constructeurs, des nouveaux constructeurs qui arrivent. C'est très chinois ce mondial de l'automobile. Et pour en parler, Thomas Ménil est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonsoir Philippe. Vous êtes directeur marketing communication de l'espace, ça s'appelle EVE, l'espace véhicule électrique France. Et vous représentez aujourd'hui 3 marques distinctes chinoises qui ont toutes un segment particulier. Il y a CRS, il y a DFSK et Leapmotor. Racontez-nous ces nouveaux acteurs chinois qui arrivent en France. Effectivement, oui, ce sont 3 marques différentes, 100% électriques à chaque fois. C'est ça qui les distingue un petit peu du reste de l'industrie. Il n'y a que de l'électrique, on est d'accord. Il n'y a pas de... Non, vraiment que de l'électrique. Les 3 marques, donc CRS et DFSK, font partie du même groupe, donc qui est le groupe Dongfeng Sokon. C'est un énorme acteur industriel. La 3e, Leapmotor, c'est une petite start-up de l'automobile qui elle est née de fondateurs qui travaillaient plutôt dans l'intelligence artificielle, les radars, les caméras, tout ça. Et on le voit d'ailleurs dans la voiture, c'est plus techno. Plus technologique. Néanmoins, CRS est une marque sino-américaine qui a aussi une technologie avancée en matière d'électricité, qui est au niveau de ses concurrents européens en matière d'autonomie, d'équipement, de sécurité, etc. sur le marché. On est sur quel segment? Est-ce que on a du luxe chez CRS ou c'est plutôt des voitures assez démocratiques? Il y a les deux en réalité. On a un petit SUV qui est parfaitement dans son marché. Petit SUV équivalent à quel SUV dans les best-sellers? Les concurrents, je vais me faire taper sur les doigts. Mais quel type de... Entre 2008 et 3008, on va dire chez Peugeot. On est dans un SUV de 4,38 m de long. C'est un SUV familial. Il fait 329 km d'autonomie en tout électrique, donc c'est déjà pas mal. Et puis à la fin de l'année, on lancera CRS5. Alors là, ce sera vraiment un SUV beaucoup plus gros, plus sportif, plus... qui est très jolie, elle est sur le salon. Elle est belle, elle est très jolie. Elle est orange, elle est très belle, elle attire l'œil. En matière de technologie, alors forcément les Chinois sont très en avance aussi. Est-ce que dans les voitures, est-ce que ce sont des voitures qui ont des tarifs attractifs et qui sont blindées de technologie? Alors, si on parle de technologie électrique, de chaîne de traction électrique, oui, c'est plein de technologies. Alors, c'est une technologie de motricité électrique, mais alors Émeric en a parlé aussi de la technologie électrique tout à l'heure. Donc, c'est une technologie de mobilité propre. Donc, effectivement, la chaîne de traction électrique est très technologique. Et après, effectivement, tout... Et à l'intérieur, on a des écrans, on a les interfaces, on a le Bluetooth, on a les navigations, etc. Donc, c'est vraiment des niveaux d'équipement qui sont au niveau des autres. Effectivement, sur Leapmotor, on va être un petit peu plus techno encore. Mais là, on monte de gamme un petit peu. En gamme. Le C11, qui est un gros SUV qui arrivera l'année prochaine à 3 écrans carrément, même un écran devant le passager. Donc c'est incroyable. On peut regarder des séries. En tout cas, en Chine, on peut le faire. Je ne sais pas si on arrivera sur la version européenne à regarder ça. Là, faut pas que le conducteur regarde. Le passager pourra regarder sa série ou les enfants leur petit dessin animé. À l'inverse, sur DFSK, qui est une marque de petite utilitaire électrique, on est très très utilitaire, assez low-tech on va dire à l'intérieur, pour garder un petit peu beaucoup d'autonomie, puisque la batterie est petite. Elle permet de se recharger très vite, elle permet d'aller assez loin puisque la vitesse est limitée. On a 331 km d'autonomie. Ce qui est bien. Et on a un tarif très très contenu. C'est-à-dire
On est à partir de 27 500 €, mais hors aide. Alors après, on peut cumuler des aides qui sont incroyables. On peut cumuler un bonus écologique, à peu près 5 000 € pour les professionnels. On peut cumuler 7 000 € de prime conversion d'un ancien véhicule. Et puis, il y a des ZFE qui offrent encore des aides. On peut aller jusqu'à 6-7 000 € d'aide dans certaines ZFE, ce qui fait que la voiture, au final, elle revient à 9 500 € hors taxe, ce qui est incroyable. Et pour un entrepreneur, il n'y a pas de TVTS? Non, il n'y a pas de TVS, il n'y a pas, on appelle ça TVS maintenant. TVS ou TVS, oui, c'est vrai. Oui, c'était TVTS avant, c'est TVS. Ça se voit qu'il est à l'ancienne, on l'a bien vu. Vous avez bien moi, je roule en 204, vous le savez. Oh là là, mon Dieu. Et roule, c'est donc oui, effectivement, la taxation est très légère. Le prix, donc le coût de revient, ce qu'on appelle le TCO dans notre métier est très bas, donc le Total Cost of Ownership. Donc le coût total de possession est très bas. Donc voilà, et puis c'est un outil parfait pour la livraison dernier kilomètre en ZFE. Et vous avez fait le plus grand showroom de France à Toulouse. On l'a fait une ville chère à Sud Radio. Oui, pourquoi Toulouse? Bonjour à tous les Toulousains. Parce que c'est la plus belle ville de France. Oui, c'est ça. Pourquoi Toulouse? Pourquoi Toulouse? Parce que l'importateur qui s'appelle Monsieur Didier Sirgue, qui est président du groupe, est albigeois. Alors il a choisi plutôt une ville un peu plus grande juste à côté. Nos amis chinois ont aimé cette ville technologique qui est axée sur l'aéronautique, sur l'aérospatiale. Et donc on trouvait ça très intéressant de faire leur petit siège européen de marketing et de services à Toulouse. Donc voilà, on est une société française, albigeoise, toulousaine, occitane, chinoise, internationale. Voilà, c'est ça, ouverte sur le monde. Quel regard les Français ont sur les constructeurs chinois? Est-ce que c'est déjà ancré dans le territoire? Est-ce qu'ils sont encore un peu méfiants? Ils regardent parce que là, il y en a beaucoup dans le salon. On sent qu'il y a une émergence du continent chinois chez nous, en tout cas de la Chine chez nous. Quel regard ils ont? Alors, ancré, pas encore. On va dire, c'est on regarde. On regarde. On teste. On voit tout de même que le regard a changé. Alors, on a connu l'arrivée de certains constructeurs chinois il y a quelques années, dizaines d'années peut-être, où la méfiance était très très importante. On voyait des gens qui maltraitaient un petit peu les voitures pour se prouver à eux-mêmes que la qualité n'était pas bonne, etc. On ne peut plus douter de la qualité. On ne peut plus douter des qualité technologique des voitures, comme on le disait tout à l'heure, de l'électricité, de l'électromobilité, du niveau d'équipement qui est tout à fait à la hauteur des standards internationaux. Aujourd'hui, il faut voir les usines. Si vous passez sur le mondial de l'automobile, passez nous voir. Il y a un écran avec la chaîne de production à la fois de CRS mais aussi de Leapmotor. C'est l'industrie 4.0, c'est vraiment très propre. Il y a 97% de robotisation, d'automatisation dans ces usines, c'est clinique. Mais quelles sont encore les réticences des clients potentiels français quand ils viennent vous voir? Mais c'est comme Hyundai et Kia à l'époque, oui, finalement. Exactement. Il y a 20 ans. Comme les Japonais il y a 30 ans, comme les Coréens il y a 15 ans ou 20 ans, effectivement. Voilà, on a toujours une petite appréhension pour ce qui est de la nouveauté. En revanche, le regard a complètement changé aujourd'hui, comme on le sait. Le mondial de l'automobile est mondial aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a les constructeurs français qui sont là et qui, on est content de les avoir à côté de nous dans ce mondial de l'automobile, faut pas se le cacher. Mais on est aussi très heureux d'être entouré de nouvelles marques chinoises pour prouver au monde entier qu'on est à la hauteur, que nos produits sont bons, qu'ils sont en plus assez attractifs au niveau tarifaire. Oui, ça c'est sûr, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que finalement ces constructeurs sont des vieux constructeurs? Ils ont quel âge? Parce qu'on a l'impression qu'en Chine, on n'a pas l'impression, on sait qu'il y a un constructeur qui s'éveille assez régulièrement. Oui. Là, la Chine a dit on va se calmer un petit peu parce que ça devient un petit peu compliqué. Quel âge en moyenne ces marques? Alors, CRS et Leapmotor sont effectivement très récentes. Elles sont nées en 2016. Donc c'est assez incroyable de voir le niveau de maturité aujourd'hui des produits alors que les marques sont très récentes. En revanche,
les groupes industriels qui produisent ces voitures, en tout cas celles de CRS et DFSK, sont des groupes industriels qui sont là depuis très longtemps. Et puis chez nos concurrents également, ce sont des chaînes industrielles qui fonctionnent depuis très longtemps, qui fabriquent des véhicules depuis très longtemps, ce qui garantit aussi une fiabilité sur les produits. Donc ce sont des groupes industriels vraiment très solides et très puissants. Et qui gèrent le process d'ingénierie et de production de A à Z. Oui, tout en s'appuyant également, en tout cas en ce qui concerne CRS, sur des centres de recherche et développement qui sont aux États-Unis, des universités qui recherchent aussi sur la sécurité, sur l'environnement, sur les interfaces avec le conducteur. Donc ils savent aussi aller rechercher des capacités de recherche, de développement ailleurs que simplement chez eux. Comment réagissent les distributeurs? Parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer un distributeur, 1807, le groupe 1807. Comment ils réagissent? Est-ce que finalement ils se disent que il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est-à-dire que c'est une autre façon aussi de vivre l'automobile? Oui, c'est une source complémentaire pour eux de distribution de véhicules, et puis c'est une façon d'électrifier leur offre. Ne nous le cachons pas, les marques traditionnelles gardent pour elles la technologie électrique, et donc effectivement les groupes de distribution sont heureux de voir une nouvelle offre à proposer à leurs clients qui sont en demande. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Je reste avec vous. Vous restez tous les trois avec nous parce que nos interlocuteurs de tout à l'heure sont là. On fera un petit débrief justement sur ce salon, comment c'est accueilli. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait du monde? Est-ce que finalement le monde est venu? Il y avait des fils ce matin. Et déjà, ils pensent que le plus beau stand, c'est Mobiliance. Absolument. Ça, ils sont tous d'accord avec Sud Radio dessus. Et Mobility TV. Restez avec nous. Bienvenue sur Sud Radio. On revient dans un instant. On est ensemble pour les vraies voix jusqu'à 20h. À tout de suite. En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on fait rouler la France, on est ravis de le faire avec Mobility TV en direct du Mondial de l'Automobile avec Sud Radio et Mobiliance bien entendu, et nos invités depuis tout à l'heure. On était avec Émeric Libaud, merci d'être resté avec nous, vous êtes fondateur de Transition One, Yann Ménard aussi, cofondateur de Brix, et Thomas Ménil, le directeur marketing communication d'EV Espace Véhicules Électriques France pour 3 marques automobiles, CRS, DFSK et LIP Moteur. On va faire un petit bilan sur cette première phase, quelques premières journées. On s'attendait à un salon plutôt vide, et puis finalement, on va commencer par Émeric Libaud. Et il y avait du monde ce matin. Finalement, ça s'est vachement rempli. Oui, ce matin et même hier, journée des enfants, on les a bien vus. On a envie de voir de l'automobile. Il y a toujours cet attrait de la nouveauté, de l'excitation de la voiture neuve. Mais c'est vrai qu'on est sur un autre format du salon de l'auto. Auparavant, c'était 3 semaines. Oui. Donc là, on est un peu sur une nouvelle génération. On voit que les halls... Ça va vite. C'est pas, on n'y voit pas la même chose. Il n'y a pas les marques mythiques qui sont là. Et donc... mais par contre, ça attire quand même du monde. Alors on est en plein sur le pouvoir d'achat, je reste avec vous, sur le pouvoir d'achat, de se dire aujourd'hui on sait que c'est le deuxième poste le plus important du foyer. D'abord c'est le loyer, ensuite c'est la voiture. Donc on cherche des solutions pour avoir une voiture intéressante, à des prix intéressants, de pouvoir la garder le plus longtemps possible. Et vous, on vient vous voir pour ça? Oui, c'est bien ça. En fait... quand on passe, qu'on voit une Twingo, mais pourquoi on voit une Twingo des années 2000, 2010, début des années 2010? En fait, il est là, le mec il est là sur son stand depuis 10 ans, il n'a pas bougé. et que le capot est ouvert. Pour le salon de l'agriculture, ça veut tout dire. Le capot il est ouvert, on voit qu'il n'y a pas de moteur, ça interpelle. Oui, ça interpelle. Et au final, le sujet c'est ça, ça interpelle. Qu'est-ce que c'est? Et quand on explique, c'est compris en 30 secondes. Et ça existe. Ah mais c'est pas cher. Ah mais c'est mieux. Oui. Voilà. Là, c'est la solution. Voilà. Et Yann Ménard, d'habitude on est au salon de l'auto pour les anciennes générations, vous n'en faites pas partie, juste pour voir les voitures et monter dedans. Vous êtes vraiment une start-up. Comment ça se passe pour vous? Quels sont les profils des gens qui viennent vous voir? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Vous avez du monde depuis le début de la semaine? Oui, on a beaucoup de monde effectivement qui passe sur le stand. Alors j'ai connu cette époque du mondial où on venait vraiment pour rêver et monter dans des très belles voitures. Et alors cette année, c'est effectivement un petit peu moins le cas puisqu'on a moins
de constructeurs, on a moins de belles autos, on a peut-être un petit peu moins de rêves, par contre on a beaucoup plus de concret, je trouve. De services. Et beaucoup plus de services. Et on a vraiment des solutions qui sont à disposition des automobilistes et qui peuvent être mises en place dès le mois prochain ou dès maintenant, et qui sont vraiment du concret pour accompagner la transition du secteur qui en a besoin et qui a une transition un peu forcée aussi. Est-ce que c'est générationnel, j'imagine, les gens qui viennent vous voir? On parle d'une jeune génération qui est plus dans l'optique de consommer la voiture différemment. Il y a deux écoles, il y a les plus âgés qui se disent on aimait bien le bruit, le thermique, on va aussi trouver une voiture électrique qui est un peu dans ce goût-là, et d'autres qui se disent nous la voiture finalement c'est pas un plaisir mais c'est un besoin, une nécessité, il faut qu'on la consomme autrement. Oui, alors complètement en fait, on passe un petit peu d'un monde de passion à un monde d'utilitaire entre guillemets ou d'utilité, et les gens viennent chercher des solutions vraiment utilitaires de mobilité pour se déplacer au quotidien. Alors que ça ne sera pas forcément que de la voiture à 4 roues, ça pourrait être du scooter également ou du vélo, et on a aujourd'hui par exemple au mondial d'autres solutions que la voiture. Et on a du coup de beaux exemples avec des nouvelles technologies, et puis aussi beaucoup, comme on peut le voir, l'émergence de très beaux constructeurs français et étrangers sur le véhicule électrique. Thomas Ménil, c'est votre premier salon, vous, en tant qu'exposant, ou pas? Vous en avez fait d'autres avant? Oui, mais là, on a eu 4 années sans rien, en fait. C'est ça, pour reprendre le rythme, non? Mon premier salon, c'était en 98. Vous faites pas votre âge, hein? Voilà. Non, mais je me permets de reprendre les mots de mes confrères avec cette recherche de logique dans la mobilité, de services, de produits, de nouveautés, de personnes qui veulent passer à la mobilité propre en étant raisonnable par rapport à l'environnement. Et Émeric a des solutions pour ça, et puis également vous. Voilà, on sent une recherche de réalisme par rapport à l'écologie, par rapport à la mobilité. Par rapport au quotidien des gens. L'âge des premiers acheteurs, il bouge pas beaucoup. C'est toujours aux alentours de 55-57 ans où on achète sa première voiture neuve. Donc voilà, c'est des gens qui effectivement ont du recul sur la mobilité, sur les futures générations, etc. Néanmoins, si je peux me permettre, allez-y. Derrière mon stand, l'association Personnage expose 20 Ferrari. Ah, c'est beau. Et je peux vous dire que les enfants et les grands ont toujours des éclairs très sympathiques dans les yeux quand ils voient ces belles voitures. On a l'impression que le monde avant, c'était un peu imposé par le monde de l'automobile. On disait il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, c'est plutôt le client qui impose une nouvelle façon de vivre, une nouvelle envie, et ce service qui était imposé avant, il est très ouvert. Et c'est vrai que les constructeurs et les acteurs du milieu de l'automobile se sont ouverts en disant qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut changer le monde. Vous, Émeric, c'est exactement ça. Vous, ici, c'est exactement ce que vous avez voulu mettre en place en disant la mobilité, oui, mais on va s'ouvrir pour trouver des solutions ensemble. Et le changement d'aujourd'hui, de notre monde de demain, il est tellement profond qu'on ne peut pas continuer juste à se contenter du trait qui vient du passé. Il faut ajouter d'autres choses. Et le besoin de changer, c'est toujours une contrainte pour les gens de changer. Mais là, vu ce qu'il y a autour, vu l'environnement, on a vécu un été 2022 assez particulier quand même. On a eu un Covid entre les deux, ça fait changer le comportement des gens, et dans la continuité de ce qu'ils vivent au quotidien, ils veulent changer des choses. Donc voilà, et donc ça donne l'opportunité à de nouveaux entrants d'amener de nouvelles opportunités. Et donc voilà, c'est là où les startups de l'Alliance des mobilités amènent ces solutions, à la fois des services, des produits, et on essaie de faire briller les yeux aussi des enfants, parce que c'est ce qu'ils vont utiliser demain. Juste un petit sujet sur les pénuries, justement, dans le milieu du secteur automobile, les talents qui s'en vont à l'étranger. Est-ce que l'un d'entre vous assez rapidement rencontre ces problèmes aussi d'emploi et de se dire on a du mal à trouver des talents, peut-être? Oui, alors nous clairement on se développe très fortement depuis 6 ans sur le territoire national, et on sélectionne de façon quotidienne des nouveaux jockeys qui vont opérer les prises en charge à domicile et livrer les véhicules neufs. Et clairement le sujet du sourcing, de la sélection de jockeys en est un, et c'est parfois très difficile de trouver
des jockeys et on a de belles demandes, mais on a parfois du mal à recruter. On fera des vraies voix de l'emploi là-dessus un mardi avec Jérôme Laverny. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Thomas Ménil, merci Émeric Libaud et merci Yann Ménard. Et merci à Mobiliance de nous avoir reçus sur ce très joli stand où on a été très bien accueillis avec Mobility TV et avec Sud Radio bien entendu. On se retrouve demain Philippe à 17h. On se retrouve demain à 17h mais en studio. Et dans un instant, les vents passent chez Yvan Cujus et c'est le Loft Musique. Mais tout de suite conseil de famille Stéphane Moller.